Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc, comme l'a dit Véro, on se retrouve aujourd'hui pour cette quatrième conférence sur l'alimentation. Donc, dans les trois premières conférences, on vous a expliqué notre version de qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qui est bon pour la santé. Et donc là, on va s'arrêter sur cette question, pourquoi certaines personnes enlèvent certains aliments de leur alimentation? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Dans quel cas c'est bien? Dans quel cas c'est moins bien pour la santé? Donc on connaissait déjà beaucoup les régimes sans graisse, les régimes sans sel. On sait que le sucre c'est pas non plus très bon pour la santé, donc les régimes sans sucre. De plus en plus de gens parlent maintenant de ne plus manger de viande. On parle aussi beaucoup d'arrêter les produits laitiers. De plus en plus de gens arrêtent le gluten, voire même toutes les céréales. Vous avez des personnes qui ne mangent absolument pas de crudités parce que ça ne leur convient pas, et d'autres personnes qui ne mangent que des crudités. Donc finalement, si on écoute un peu tout le monde, qu'est-ce qu'il nous reste? Pas grand-chose. On rigole, mais en fait c'est un peu... parfois on se pose ces questions réellement, parce que quand on entend les différents spécialistes, qui sont en plus pas toujours tous d'accord, on se demande vraiment qu'est-ce qui finalement va être bon pour la santé. Donc ce qu'on vous propose ce soir, c'est de vous donner notre version de la réponse à ces questions, qui va être issue de connaissances en naturopathie, qui est une médecine traditionnelle, qui remonte à plusieurs centaines d'années. Et puis aussi lié à notre expérience personnelle de personnes qu'on peut accompagner en cabinet ou lors de cures détox, de jeûne ou d'autres séjours. Voilà, donc ce sera notre version qu'on vous propose. Et pour commencer, on va revenir sur une notion sur laquelle on a déjà bien insisté aux conférences précédentes. Si vous étiez déjà là, ça vous fera une révision. Si vous n'étiez pas là, écoutez attentivement, parce que on va parler de notre meilleur allié pour la santé. Et donc on va parler de l'intestin. Il faut absolument qu'on comprenne ce qui se passe dans l'intestin, si on veut comprendre pourquoi certains aliments vont être bons ou mauvais pour certaines personnes. Une des phrases fétiches de notre ami Pierre Rabhi est « La joie est notre bien suprême ». Alors, quel lien on peut faire entre la joie et nos intestins? Alors, ceux qui étaient là aux précédentes conférences ont déjà bien compris le système. Notre médecine naturopathique, notre médecine préventive, les médecines préventives au monde entier, travaillent sur trois grands piliers de santé qui sont la bonne santé intestinale, donc liée à l'alimentation, évidemment, la gestion du stress et l'exercice physique. Tout ça dans un but, le but de la médecine préventive, c'est d'augmenter notre vitalité. Et la joie ne peut pas se percevoir si on n'a pas de vitalité. On a beau avoir un bon mental, on a beau avoir une bonne réflexion, on a beau faire de la méditation, on a beau manger à peu près bien, mais si on a les intestins enflammés, si on n'a pas assez de vitalité, on ne peut pas expérimenter la joie. C'est pour ça qu'on a trouvé très intéressant, nous, d'introduire dans le mouvement Colibri cette conscience du corps physique. Il n'y a pas que le corps mental, émotionnel ou spirituel. Ils sont tous aussi importants les uns que les autres. On n'a pas 4 corps, on a un corps global, d'accord, qui peut se diviser en spirituel, mental, émotionnel, vital, énergie et physique. D'accord. Et tous ces corps doivent être en bon état pour pouvoir expérimenter la joie. Voilà pourquoi le but de nos conférences. Donc, l'intestin. Un intestin en bon état, donc vous avez une représentation à l'écran. On a une coupe longitudinale de l'intestin, d'une paroi de l'intestin, d'accord. On imagine l'intestin global, on coupe et on prend une partie de la paroi. On a des cellules donc qui sont bien collées les unes aux autres. On a donc un intestin qui est imperméable, il ne laisse pas passer les cochonneries, à l'intérieur du corps, dans le sang. Parce que en fait, l'image est assez mauvaise. Alors ici, on est à l'intérieur de l'intestin, et là, on est à l'extérieur de l'intestin, donc en fait, on arrive dans le sang, par ici. Le sang, tissu lymphatique, etc. S'il y a des choses qui sont mal comprises, on aura tout le temps de répondre aux questions après. Notez vos questions si jamais il y en a quelques-unes qui viennent. Donc, notre intestin est étanche. Il est imperméable. Ça veut dire qu'il ne laisse passer dans le sang que les molécules qui vont le nourrir. Un intestin en bon état ne laisse passer dans le sang que les molécules qui vont nourrir le corps.
Ça veut dire que nos virus, nos bactéries, nos allergènes, nos toxiques, qu'on respire, qu'on mange sans arrêt, ne peuvent pas passer à l'intérieur du corps et restent à l'extérieur du corps, d'accord ? La peau, c'est l'extérieur, mais le tube digestif, c'est aussi l'extérieur, d'accord ? Si on laisse la bouche ouverte et si on écarte un peu le derrière, on a 8 mètres de tuyauterie qui est l'extérieur du corps, ok ? Bien. Eh bien, de l'extérieur du corps, l'intestin en bon état ne laisse passer que ce qui est bon pour l'organisme. Ça, c'est vraiment la base à comprendre. Ne laisse passer que les micronutriments, les bons sucres, les bonnes graisses et les bons acides aminés. Qu'est-ce qui se passe quand on a une alimentation qui enflamme les intestins ? On verra quelle alimentation enflamme les intestins. Eh bien, on a une destruction de notre flore, dont Nathalie va parler tout à l'heure, flore intestinale. On a une inflammation de notre paroi intestinale et les cellules qui sont normalement bien côte à côte, d'accord, qui ne laissent rien passer, eh bien ces cellules se disjoignent. Vous voyez bien, on voit bien à peu près la grande flèche bleue qui passe à travers la paroi dans des cellules qui sont disjointes. L'intestin devient poreux, ce sont des termes qu'on entend maintenant en micronutrition médicale. L'intestin devient poreux, perméable. Ça veut dire qu'il laisse passer n'importe quoi. Des virus, bactéries, des allergènes, mais aussi des molécules de l'alimentation qui n'ont pas été bien digérées, dont on va parler beaucoup tout à l'heure, comme la protéine du lait, comme la protéine du blé, qui, arrivées dans le sang, provoquent des tas de manifestations allergiques, auto-immunes, etc., etc. On a donc, avec un intestin enflammé, également une perturbation. Vous voyez, perturbation du GALT. Eh bien, c'est une perturbation de tout notre système immunitaire. Vous vous souvenez, 3 grands états des intestins, 3 grands effets des intestins, la nutrition, l'alimentation, bien sûr. Deuxième rôle des intestins, l'immunité, 70%, et même parfois les médecins disent plus maintenant, 70% de notre immunité se fabrique et se maintient au niveau intestinal, avec le rôle de la flore. 70% d'immunité. Et puis notre intestin, deuxième cerveau, on a eu la conférence dessus, on voit ça maintenant dans les revues grand public scientifiques, on a des milliards de neurones sur la paroi intestinale, on appelle d'ailleurs l'intestin le cerveau entérique, les entères, cerveau entérique, plus de neurones que dans le cerveau d'un chien, plus de neurones que dans notre moelle épinière. Ça veut dire qu'un intestin enflammé, on digère mal, on assimile mal, ça veut dire que l'intestin va laisser passer des molécules inadaptées, inutiles, voire dangereuses, mais ne va pas pouvoir assimiler les bonnes molécules nutritives. Vous entendez ça, c'est important. Deuxième rôle sur l'immunité, un intestin enflammé, eh bien, on a une immunité au ras des pâquerettes. Et on choque tout ce qui passe, on est toujours malade, rien ne va. L'immunité, c'est aussi des problèmes allergiques, immunité aberrante. Tout le monde, maintenant, il y a allergie, on est même allergique au soleil, alors que c'est la vie. Eh bien, on répare ses intestins, ça veut dire qu'on change son alimentation, et les allergies disparaissent. Vous m'entendez ? Troisième rôle, intestin, deuxième cerveau, eh bien, un intestin enflammé, c'est un cerveau entérique qui ne fonctionne pas. 85 à 90% de notre sérotonine, cette hormone du bien-être, l'hormone qui nous fait sentir bien, qui nous donne envie de créer des choses, on se lève le matin, on a envie de faire quelque chose, quoi. On est dans l'allant, on est bien. Cette sérotonine-là, 90% est fabriquée au niveau du cerveau entérique. Ça veut dire qu'un intestin enflammé, peu de sérotonine. Pas d'allant, pas d'entrain, pas d'envie. Ça veut dire que le naturopathe qui reçoit une personne qui dit « je ne suis pas en dépression, mais je ne comprends pas ce qui se passe », eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va d'abord revoir ce que la personne mange. Vous voyez jusqu'où ça va ? Donc, problème nerveux, problème immunitaire, problème nutritif, eh bien, la seule chose à faire, et parfois c'est la seule chose nécessaire, point, c'est changer d'alimentation ou adapter son alimentation pour que l'intestin redevienne bien imperméable, en bon état, avec une bonne flore. J'insiste un peu là-dessus parce que c'est vraiment la base de compréhension pour nous comprendre ce qui va se passer après quand on consomme certaines classes d'aliments qui nous enflamment. Est-ce que c'est assez clair là-dessus ? Voilà.
Ok. Donc Pierre a évoqué la flore intestinale, donc ce qu'on appelle le microbiote. Donc je vous rappelle en fait que ce sont les 100 000 milliards de bactéries qui vivent avec nous. Hein. On est 1 plus 100 000 milliards à l'intérieur de notre corps. Donc il y a 3 classes de bactéries, on peut les classer en 3 catégories. Les bactéries bénéfiques, donc ce sont elles qui vont assurer tout un tas de fonctions qui sont indispensables à notre vie, qui sont indispensables pour nous. Ensuite on a des bactéries pathogènes et on a aussi la flore transitoire. Donc les bactéries bénéfiques, elles assurent pour nous tout un tas de fonctions. Première fonction, c'est de digérer certaines choses que nous on ne peut pas digérer parce qu'on n'a pas les enzymes pour, et notamment les fibres. On dit qu'il faut des fibres pour l'intestin. En fait, il faut des fibres pour nourrir ces bonnes bactéries, des fibres insolubles. Donc, elles se nourrissent de ces fibres, elles digèrent, et en échange, elles nous produisent des substances dont on a besoin. Des vitamines, vitamine A, vitamine K par exemple, des acides gras, et cette fameuse sérotonine dont Pierre a parlé. Donc, entre autres, il y a tout un tas de substances qui sont absolument nécessaires à notre vie et qui sont produites par ces bactéries de la flore intestinale, ces bactéries bénéfiques. Ce qu'elles font aussi, c'est qu'elles assurent la santé et l'intégrité de la muqueuse intestinale. Ce sont elles qui vont garantir que les cellules de l'intestin soient en bonne santé. Elles interviennent également dans l'immunité, hein, elles jouent un rôle intéressant pour éduquer le système immunitaire. Et puis, elles interviennent dans tout un tas de réactions physiques, de réactions chimiques. Elles sont vraiment indispensables à notre santé. Entre autres aussi, ce que font donc ces bactéries de cette flore bénéfique, c'est qu'elles jouent un peu un rôle de gendarme vis-à-vis des autres bactéries qui pourraient se trouver dans l'intestin, vis-à-vis de la flore pathogène et de la flore transitoire. Donc les bactéries pathogènes, ce sont celles qui sont présentes dans notre intestin et qui ont raison d'y être, elles ont leur raison, mais en petite quantité. Et quand elles sont là en petite quantité, elles assurent leurs fonctions, notamment certaines fonctions de détoxification, et ça nous convient bien. Par contre, quand elles deviennent trop nombreuses, c'est là où elles deviennent réellement pathogènes. Donc il faut éviter que cette flore pathogène soit trop nombreuse et avoir de préférence une flore bénéfique et une flore variée. Ça on l'avait vu la dernière fois. Et ensuite, la flore transitoire. En fait, les microbes qui passent, les bactéries, les virus, qui normalement doivent être détruits, ne doivent pas s'attarder. Mais si on a un problème d'immunité ou une dysbiose, c'est-à-dire une flore intestinale déséquilibrée, il se peut qu'on n'arrive pas à se défendre contre ces bactéries-là qui sont transitoires. Donc l'idée, c'est vraiment, si on veut rester en bonne santé, il faut que donc la flore intestinale soit équilibrée et qu'elle ait un maximum de bactéries bénéfiques. Un tout petit peu de bactéries pathogènes dans la limite de ce qui est nécessaire pour nous, et comme ça, tout ça, ça fonctionne bien. Donc comment on fait pour avoir ces intestins en bonne santé? On a une alimentation équilibrée, on évite les aliments qui vont enflammer la paroi intestinale, et on évite les aliments qui vont nourrir les bactéries pathogènes plutôt que de nourrir les bonnes bactéries. Donc on privilégie les aliments à base de fibres, les aliments que la flore bénéfique va pouvoir utiliser. Et puis on a une hygiène de vie correcte avec de l'exercice physique, avec la gestion du stress. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On a un intestin qui est en bonne santé, qui est sain, qui n'est pas enflammé. On a une flore intestinale avec des bactéries bénéfiques qui sont majoritaires et qui du coup vont entre autres nous produire les substances dont on a besoin, des vitamines, des acides gras et cette fameuse sérotonine. Donc là tout va bien. Qu'est-ce qui va se passer maintenant si on a une hygiène de vie qui n'est pas adaptée, à notre fonctionnement? Donc une alimentation qui ne va pas nourrir la flore bénéfique, mais qui va au contraire nourrir la flore pathogène, ou une alimentation qui va favoriser l'inflammation de l'intestin. Dans ce cas-là, on a effectivement un intestin enflammé perméable, comme Pierre vous l'a expliqué tout à l'heure, mais aussi on a la flore pathogène qui se développe au détriment de la flore bénéfique. Donc, cette flore pathogène, elle va manger l'alimentation qu'on va lui donner, c'est-à-dire à base de sucre essentiellement, et comme elle est quand même sympa, elle va quand même produire des choses pour nous, elle ne se garde pas tout pour elle, mais seulement au lieu de produire des vitamines, des acides gras ou de la sérotonine, en fait elle va produire des toxines. Donc un intestin qui n'est pas en bonne santé, un intestin enflammé avec une flore intestinale déséquilibrée, d'une part va bloquer l'entrée dans le sang des nutriments essentiels, donc en fait on est en carence. D'autre part, les toxines de l'intérieur de l'intestin vont pouvoir passer la membrane intestinale, on s'empoisonne, et, double effet, les bactéries pathogènes vont produire elles aussi leurs propres toxines.
D'où l'importance d'avoir un intestin en bonne santé et une flore intestinale équilibrée. Et si on a compris ça, on a compris pourquoi, chez certaines personnes, certains aliments vont provoquer des maladies. Puisqu'un intestin enflammé, on ne peut pas être en bonne santé avec un intestin enflammé et avec une flore intestinale déséquilibrée. Donc dans l'alimentation, on va privilégier tout ce qui va garder un intestin sain, tout ce qui va garder une flore intestinale équilibrée, et on va éviter au maximum tout ce qui va risquer d'enflammer l'intestin ou de déséquilibrer la flore intestinale. Ça, c'est la base du raisonnement, pour comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes doivent éviter de manger tel ou tel produit. Donc, on va commencer par... en fait, il y a quatre classes d'aliments qui sont inflammatoires, comme on avait dit la dernière fois, qui vont provoquer l'inflammation de l'intestin. On a tous les produits, tout ce qui est excitant, alcool, tabac, etc. Tous les produits industriels raffinés. Et aussi deux classes d'aliments qui sont très inflammatoires pour les intestins, tout ce qui contient du gluten et tout ce qui va être à base de produits laitiers. Et on va commencer par les produits laitiers.